dans la classe. Vous allez me faire un grand... Vous avez des clés? Vous êtes revenu un peu en retard? J'ai déjà dit, en fait, si vous avez des clés, je vous transmets les outils avec lesquels vous allez travailler. Comment? Il n'y a pas de clé. D'accord. Même au niveau de l'école, il n'y a pas de clé. Le prof, il n'a pas de clé. Je n'ai jamais réussi à garder ma clé parce que quand je la donne dans la classe, ça revient rarement et je dois faire très attention pour la récupérer, sinon, ça y est, j'ai perdu. Là, mais chez des voleurs, voilà je ne dis pas ça. De toute façon, je n'ai jamais réussi à garder ma clé. Là, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Moi, les fichiers, واحد فيه 200 mégas, واحد فيه 184 mégas. Ça fait 400 mégas à peu près. 400 mégas, je ne pourrais pas le... Vous pouvez le télécharger si vous avez un débit suffisant. C'est comme un faible débit, c'est comme 4 heures pour le télécharger. C'est clair? Ah, moi, je vais agrandir. Les outils avec lesquels on veut travailler. Il y a NetBeans. Si vous mettez télécharger NetBeans, alors il comme la dernière version, la version 8. Pour Windows, bien sûr. Pour Windows. Comme JDK, télécharger JDK. Si vous mettez les deux mots-clés, télécharger JDK, télécharger NetBeans, c'est suffisant. Voilà que je compte sur vous pour que la prochaine fois vous auriez votre... Ah là, des clés, au moins une clé. Ça marche, très bien. Donc on a déjà une première clé. Voilà, je suis en train de faire le transfert vers votre camarade. Le temps que ça va être fait. Et je suis déjà en train d'enregistrer. Alors, voilà ce que je vous propose de faire aujourd'hui. La gestion d'un tableau. Regardez s'il vous plaît. Nous allons directement le calcul matriciel. D'accord? Le calcul matriciel, vous aurez besoin beaucoup de le faire. Je le calcul matriciel, les opérations sur les matrices. C'est d'abord savoir gérer une matrice, savoir créer une matrice, savoir faire des opérations de genre addition, multiplication, inversion, calcul des vecteurs propres, calcul de la trace. Tout ça, c'est vraiment bien pour vous. Il n'y a pas de génie civil sans calcul matriciel. Ça, il faut bien le savoir. Alors, avant d'aller vers les matrices, moi je vous propose de gérer d'abord un vecteur d'éléments. Je veux le gérer par un ensemble d'opérations. Je veux associer à un tableau un ensemble d'opérations. La première, c'est la saisie. La deuxième, c'est l'affichage. Afficher le tableau. La troisième, c'est faire le tri du tableau. Ordonner les tableaux dans un ordre. Alors, faire des calculs statistiques sur le tableau. Genre calcul de la moyenne, calcul de la somme, calcul du min, du max. Donc je les mets dans la même rubrique. Je veux faire des calculs statistiques sur le tableau. Comment? Méthode de calcul statistique sur le tableau. C'est clair? Je veux faire de la recherche sur le tableau. Rechercher s'il contient un élément. Je veux peut-être diviser le tableau en deux. Faire ce qu'on appelle un éclatement d'un tableau. Éclater par exemple le tableau en deux parties, en deux moitiés. Je veux fusionner deux tableaux. C'est l'inverse de l'éclatement. Diviser, fusionner. C'est un ensemble d'opérations que je pourrais faire autour d'un tableau. Le tableau, je pourrais l'appeler T. Je vais raisonner sur un tableau de réel. Ça peut contenir des mesures que vous avez faites, que vous avez réalisées. Donc ça peut être des mesures de température, des mesures de force, de pression. Et vous voulez donc faire des calculs sur ce tableau-là. Alors, je numérote commencer, on numérote à partir de 0 jusqu'à n. Je suppose n éléments. N éléments, un tableau donc qui peut comporter n éléments. C'est donc mettre en place ce genre de système.
Vous avez compris un peu ce que nous voulons faire? Parfait. Alors, la copie est déjà faite, c'est bon. Donc, vous pouvez, si vous le voulez bien, partager avec vos camarades. Alors, pour arriver à ça, pour arriver en fait à ce schéma que j'ai mis au tableau, j'ai besoin d'aller vers mon éditeur et je vais créer un nouveau fichier. Ne faites pas de bruit s'il vous plaît, ne faites pas de bruit. Alors, un nouveau fichier, mais c'est un fichier que je vais régler de telle sorte à ce qu'il reconnaît le langage Java. Donc en deuxième étape, après la création du nouveau fichier, c'est de se mettre en face du langage Java. Comme ça, donc, on va donc interpréter les écritures en Java. Oui. Alors, ce que je vais pouvoir faire là, c'est... Je pourrais agrandir à partir de là. Hadi كتعطينا un résultat qui n'est pas toujours agréable. Je vais diminuer un peu le zoom. Voilà. À 200%. Alors, c'est ce qu'on a fait. Alors, qu'est-ce que je veux bien faire? La première chose que vous devez retenir, c'est que pour mettre en place un programme Java, vous devez créer une classe. Donc, la première des choses que Java vous oblige, c'est de mettre en place une classe. C'est une classe qui doit prendre le nom significatif et qui va être le nom du fichier. Même le fichier, il faut le nommer au nom de la classe. Donc, je vais créer une classe que j'appellerai gestion tableau. Puisque je veux gérer un tableau, j'appellerai ma classe de cette manière. Voulez-vous ne pas parler s'il vous plaît? Je ne veux pas faire un enregistrement où il y a du bruit. Si vous voulez bien, en fait, ça va me donner des enregistrements qui sont de bonne qualité. Si vous parlez, ça va vous donner des choses dont on devrait être honte, dont on devrait avoir honte. C'est-à-dire on devrait avoir honte qu'un prof place par exemple un enregistrement où il y a beaucoup de bruit qui traduit le bruit de la classe. Ça donnerait une mauvaise image. D'accord? Donc ne faites pas de bruit, ça va vous faire que du bien. Alors regardez, j'ai créé donc mon fichier. J'ai dit que la première des choses, si vous voulez travailler en Java, c'est de savoir faire ça. Classe, le nom de la classe. Moi, je veux faire la gestion d'un tableau. Donc, je vais l'appeler, par exemple, gestion tableau. D'accord? Je vais réduire comme ça. Je vais faire une accolade ouvrante et une accolade fermante. Entre quoi et quoi? Non, non. Le nom d'une classe doit être en un seul mot. Les règles en fait de nomination, pour nommer une classe, vous devez commencer par une majuscule, contrairement aux variables. Et chaque fois qu'il y a un nouveau mot, vous le commencez par une majuscule. Donc là, ça se compose en deux mots, gestion et tableau. J'ai pas mis d'espace, j'ai mis G en majuscule et T en majuscule. C'est ça donc l'ossature. Si vous voulez créer une classe, faites comme ça. Retenez bien ça. Allez, c'est une première syntaxe que vous devez retenir. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire à l'intérieur? Je pourrais déclarer ou définir ce qu'on appelle des attributs. Je vais mettre des commentaires. Je vais mettre ici les attributs de la classe. C'est pour faire un commentaire. Vous voyez l'agrandissement à ce niveau-là, il n'est pas très intéressant parce que je ne pourrais plus lire la totalité. Donc je dois à chaque fois réduire. Moi je vais réduire à partir de là parce que j'ai fait un double agrandissement. Voilà, ça marche. Alors après, bon, j'ai besoin de quel attribut? C'est quoi un attribut déjà? C'est une case mémoire. Un attribut est une case mémoire dans laquelle vous allez pouvoir stocker des données. C'est clair? Alors, j'ai besoin de quelles données pour gérer un tableau? J'ai besoin de créer le tableau lui-même. Et au niveau syntaxe, c'est très similaire à C. C'est pareil. Un tableau de réel, donc je vais mettre par exemple des DAB. DAB, je me mets donc dans la double précision. C'est votre domaine. Vous aussi, même si vous faites des travaux à grande échelle, voilà, ça nécessite la précision quand même. C'est clair? Au niveau d'un pan, peut-être que si on a une erreur de 2 cm, c'est foutu. D'accord? Donc il ne faut pas qu'il y ait de...
C'est plus que le double. Flow, c'est 6. Voilà, l'appellation, on ne traduit pas toujours qu'on a doublé au niveau de la précision. Alors, voilà, il y a des domaines beaucoup plus précis que le vôtre. Comme la force. Voilà, la moyenne précision. L'industriel. La mécanique industrielle. C'est plus précis. L'électronique, c'est encore plus précis. C'est clair? Au niveau de la mécanique, je dis on arrive parce que moi aussi, en fait, j'en sais quelque chose. On arrive au micromètre. C'est clair? Au niveau de la voiture, par exemple, au niveau de l'industrie voiture, voilà, le micromètre, ça peut compter beaucoup. C'est clair? Voilà, au niveau du génie civil, peut-être le centimètre. C'est clair? On pourrait se permettre une erreur d'1 centimètre. Plus ou moins. Exact. Exactement. Exact. Donc, moi, je vais me mettre dans la double précision. Et je vais faire de cette manière, s'il vous plaît. Quand vous mettez les crochets juste après le type, vous êtes en train de dire que ça, c'est un type tableau. Vous avez affecté le type alors. C'est le type qui est affecté. Double sans rien, c'est une donnée simple. Double avec des crochets, c'est une donnée de type tableau. Je vais donc appeler le tableau par T pour simplifier. Et je vais faire une virgule. Ensuite, je vais définir des méthodes. Alors ici, on pourrait bien mettre un private. Comme ça, on respecte un peu ce que demande Java. Java, il demande toujours qu'on mette les données privées. Les données doivent toujours être privées. Les méthodes, par contre, ils doivent être publiques. Je veux faire une première méthode qui va dimensionner le tableau, qui va donner combien on a d'éléments dans le tableau. C'est une méthode que j'appellerais une méthode d'initialisation de la taille, ou bien de création. Je pourrais l'appeler comme ça. Comment? De créer les cases. Parce qu'en réalité, lorsque je fais cela, comme on sait d'ailleurs, le nom d'un tableau n'est qu'une adresse. N'est qu'une adresse. Sauf qu'on sait, cette écriture, vous n'avez pas le droit de la faire. Vous ne pouvez la faire que dans le cadre d'un paramètre d'une fonction. Alors ici, en fait, dans Java, ce qu'on a créé, on a créé juste une référence. Le tableau n'est pas encore créé. Parce que si je veux créer un tableau, il faudrait que je dise combien d'éléments. Pour le moment, je ne l'ai pas encore dit. Pourquoi? Parce que à chaque exécution, je vais créer un tableau d'une taille donnée. Donc la taille, pour moi, il est susceptible de varier. C'est ce qu'on appelle un tableau dynamique. Pour créer un tableau dynamique, je dois faire de cette manière. Et donc, j'ai besoin d'une fonction de réservation de la taille du tableau. C'est un peu la notion de pointeur que j'avais expliqué la dernière fois. Alors, remarquez bien. Voilà ce que je vais faire. Je vais donc vous proposer de faire une fonction qui va donc créer fonction de création du tableau. Je la définis publique. Je l'appelle créer. L'écriture, vous la compreniez bien. Il y a que vous comprenez bien cette notation. Est-ce que c'est le cas? Je vais préciser le nombre d'éléments. Je vais dire la taille. Et je vais faire 2 accolades. Je vais agrandir un petit peu. Voilà, que ça soit plus visible. Alors, qui peut m'expliquer cette écriture? Ça signifie quoi pour vous? Je suis en train de définir une fonction qui s'appelle créer, qui reçoit un paramètre, c'est la taille, c'est le nombre d'éléments que je veux créer, et qui ne retourne rien. Donc c'est une procédure. Il ne retourne pas de résultat à travers son nom. Ce n'est pas une fonction, c'est une procédure. C'est une création. Donc je ne m'attends pas à un résultat donné. Son résultat, ça va se manifester au niveau de la mémoire. C'est grâce à elle que je vais réserver un bloc mémoire pour le tableau. Donc il n'y a pas de résultat quantitatif que je m'attends.
de cette fonction. Il crée l'espace. Il crée l'espace. C'est pourquoi on l'a appelé créer. Il crée un espace suffisant pour contenir n éléments. Maintenant, je vais dire n, comme ça vous me suivez. Sans que ça soit visible, parce que c'est au niveau de la RAM que ça va se passer. Ça va se passer au niveau de la RAM. C'est pourquoi il y a le void. Il n'y a pas de résultat spécial que nous allons transmettre au bout de la création, que nous allons transmettre à son utilisateur, à l'utilisateur de la fonction. Alors, qu'est-ce que je vais faire à l'intérieur? Je vais faire de cette manière. Regardez en fait comment est-ce qu'on crée un tableau dans Java. On le fait par T, parce que le tableau on l'a appelé T. Égal, T c'est ce qu'on a là. D'ailleurs, regardez quand j'ai souligné T, partout où ça existe, ça va être mis avec la même couleur. C'est le même être. Je vais écrire new dab, entre crochets, n. C'est tout, c'est ça la création. La création donc, c'est le fait de recevoir un nombre qui symbolise combien d'éléments voulez-vous créer. Et puis en le soumettant par cette écriture-là, ça me permet de créer l'espace. T égale new dab, entre crochets n. On sait, on le fait par malloc. Si on voulait faire exactement ce qu'on a fait maintenant en Java, on devrait faire comme ça en C. Double, étoile T, int n. Ensuite, on va scanner le n, adresse de n. Et puis, on va écrire T égale int étoile, malloc, n fois size of double. La double parce que le tableau est de type double. Je veux réaliser un espace de n double. Je mets n fois la taille d'un double. Et ça me retournerait l'adresse de l'espace, je le mets dans T. Dans Java, c'est plus simple. On a besoin d'une seule ligne. C'est ce qu'on a créé. Donc retenez bien, pour réserver un tableau de taille quelconque, un tableau dynamique, il faut donc mettre le new type entre crochets de la taille. New type, ici notre tableau est de type dab. Si c'était un int, je vais mettre new int. New dab, new int, new byte, etc. Alors, maintenant, cette fonction, il est disponible. À chaque fois qu'on va l'appeler, à chaque fois qu'on va créer notre tableau. Maintenant, supposons que notre tableau est déjà créé. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Quelle est la prochaine étape après la création? Il faut remplir. Donc, il faut passer à l'étape de saisie. Cette fonction-là. Je vais donc aller vers remplir le tableau. On préfère dire saisir, c'est mieux. Je vais donc mettre la fonction de saisie. La fonction de saisie, donc je vais l'écrire comme ça. Public, void, saisir. Ici, on ne met même pas de paramètres. Voilà, on va l'écrire comme ça. Alors, regardez bien. Pourquoi ici? Parce qu'on n'a pas dit on veut saisir quoi et où on va le faire. On n'a pas dit. Pourquoi? Parce qu'on sous-entendu, on va saisir dans ce tableau-là. Il est dans la même enceinte que la fonction. La fonction, il est contenu dans la classe. Le tableau sujet à cette saisie, il est aussi dans le même domaine. Donc on ne va plus rappeler, on veut saisir quoi. Si on était dans C, on serait obligé de passer le paramètre tableau. Ici, on n'est pas censé le faire. Donc ça donnerait des fonctions avec moins de paramètres que l'on sait. Alors, comment est-ce que je vais faire la saisie maintenant? Vous vous souvenez en fait, c'était quoi les fonctions avec lesquelles on va travailler? J'ai besoin de travailler avec la classe scanner. La classe scanner pour faire une saisie. La classe scanner, c'est next int, next float, next double, etc. Donc je déclare mon scanner
S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a un apprentissage en fait que vous ne pouvez faire que comme ça. Voilà l'apprentissage. Vous ne pouvez le faire que si vous suivez un peu ce que je fais dans les démonstrations. Mais on ne va pas faire un cours sur scanner. Quel est maintenant une heure à expliquer ce que c'est que scanner ou quelle est une démonstration sur le scanner? C'est ça l'idée, c'est de faire la démonstration et vous retenez. Vous capitalisez à partir des démonstrations. Regardez, donc je fais un scanner que j'appelle l'input. C'est un scanner d'entrée. Égal new scanner. Je pourrais créer un scanner. Je pourrais créer un scanner pour faire un premier travail et un deuxième scanner pour faire autre chose. C'est ce qui fait que je dois donc instancier le scanner. Je dois donc créer un objet scanner. L'objet, il s'appelle in. Scanner, ça constitue la classe. Mais chaque fois que vous voulez créer un nouveau objet, vous devez passer par new, le nom de la classe. C'est comme si j'ai un plan qui fabrique des stylos et je veux fabriquer un stylo. À chaque fois que je veux le faire, il faut passer par new, module. New, le nom de la classe. Regardez, en fait, S c'est avec un S majuscule parce que les noms des classes ils commencent toujours par une majuscule. Je vais mettre ici system.in. System.in, ça veut dire le clavier. Ou le clavier. Ça, c'est le nom de mon scanner. Je ne suis pas censé l'appeler in. Je pourrais l'appeler A ou bien X. Le scanner X. Mais comme il va me permettre de faire des entrées, des inputs, souvent, le premier scanner qu'on crée, on l'appellerait in, pour dire input. Input-output. Le in. Alors, si vous voulez l'appeler différemment par X, vous pouvez l'appeler par X. Et je pourrais créer donc un deuxième scanner si je veux. Mais pas pour aller vers le clavier toujours, parce qu'on n'a qu'un seul clavier. Normalement, si j'ai besoin d'un deuxième scanner, c'est pour aller lire les données depuis une autre source d'entrée, les ports d'entrée. Au niveau de l'ordinateur, il y a beaucoup de ports. Vous voyez, en fait, là, c'est la machine. C'est un premier système d'entrée, mais il y a des ports. Regardez, en fait, il y a des ports USB. Il y a d'autres. Ça aussi, c'est un port. Sauf que ça, c'est un port de sortie. C'est pas un port d'entrée. Et en fait, chaque fois qu'il y a un port, chaque fois que je pourrais créer un scanner sur ce port-là. Alors, où intervient le port? C'est dans ce qu'on a mis entre parenthèses. C'est ça donc le nom du port que vous voulez scanner. Donc, lorsqu'on met system.in, ça veut dire qu'on veut scanner le clavier. Donc, je veux faire des lectures depuis le clavier. Si vous ne comprenez pas, vous me le dites, s'il vous plaît. Parce que je vous vois en train de poser des questions, c'est comme si vous ne suivez pas. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant avec mon scanner? Voilà ce que je pourrais faire. Je pourrais faire un next double. Je pourrais appeler cette méthode. Je pourrais appeler cette méthode-là, la méthode nextDouble, pour lire un double, pour lire une donnée de type double. Alors, je veux la récupérer où, cette donnée-là? Il va venir d'où et je vais la mettre d'où? Et je vais la mettre où? Dans le tableau. Donc, normalement, je dois écrire de cette façon, de cette manière. La fonction nextDouble, c'est comme si je dis, apportez-moi le prochain double. Ramenez-moi le prochain double. Je suis en train de dire ça à qui? À X. X, il est branché avec quel port? Avec le clavier. C'est comme si je dis à X, je vais convertir en français, je vais traduire en français. Par cette écriture-là, je viens de dire à X, vous allez vers le clavier et vous allez me ramener le prochain double. Moi, une fois que je le reçois, je le mets dans mon tableau. Mais plus exactement à la ième case du tableau. Donc ce I, je dois lui donner un sens. Je dois lui donner une valeur grâce à la boucle for. Parce que je veux lire depuis la case 1 jusqu'à la case N. Donc je dois normalement écrire de cette manière. For un int I allant de 0 I inférieur à N à t.lang I++. L'écriture, vous allez rapidement la comprendre. Il y a beaucoup d'anticipation qu'on fait.
Donc regardez, ici j'ai une boucle qui demande de répéter une action n fois. Le n c'est quoi? C'est la longueur du tableau. Dans Java, on n'a pas besoin de le mémoriser. On a une certaine propriété qui s'appelle length, qui donne la longueur du tableau. La longueur, c'est ce qu'on a transmis ici tout à l'heure. Parce que quand on a créé un élément. Le n, il n'est qu'un paramètre. Donc il n'y a pas de trace, on ne va pas le garder. On va le garder plutôt dans ling, on va le récupérer dans ling. C'est clair? Oui, en fait là il faut mettre inférieur strictement. On a mis inférieur strictement. Donc de 0 jusqu'à ling moins 1 normalement. De 0 jusqu'à ling moins 1. C'est clair? Alors c'est tout, donc c'est ça la création. C'est ça la saisie. En réalité, regardez. Je ne veux pas saisir sans commentaire. Je veux faire la saisie, mais que je précède par des commentaires. Comme ça, l'utilisateur saura qu'est-ce qu'il est appelé à saisir. Alors, pour y arriver, il va falloir que je mette avant toute saisie. Chaque fois qu'il y a une saisie, je dois la précéder par un affichage. C'est un peu comme les scanf et les printf. Chaque fois qu'il y a un scanf, il y a avant un printf. Je vais donc le faire ici par... Qui peut me rappeler comment est-ce qu'on pourrait afficher une donnée? Println. Println, c'est dans out, c'est dans system. Donc je dois écrire system.out.println. C'est quoi le message? On va lui dire entrer un réel. Si on fait pas, quand vous ouvrez la guillemets, vous ne faites pas le virgule. Quelle virgule? Quelle virgule? Vous avez normalement c'est parenthèse, guillemets. Parenthèse, et vous mettez le message entre guillemets. N'importe quel message significatif pour l'utilisateur, pour votre utilisateur. N'importe quel message. Voilà. Et ça va s'afficher de manière répétitive. Juste que cela soit affiché, je fais la lecture et ça passe. En réalité, là, je n'ai pas besoin de mettre le ln. Normalement, c'est pas L, c'est ln. Voilà, j'en ai pas besoin. Vous savez pourquoi? Parce que je veux que la saisie soit faite à la suite. C'est clair? La saisie soit placée après les deux points. Mais je dois attendre dois avoir un curseur qui m'attend. Si on met, ça va revenir à la ligne. Il va vous écrire le message suivant. Entrez un réel, deux points, il reviendra. Vous allez trouver le curseur ici. Comment? Soit, si vous voulez le faire dans print, vous mettez un anti-slash n. C'est comme C. C'est valable aussi. Alors, une dernière fonction pour essayer mon programme. Une dernière fonction, c'est celle qui va me permettre de faire l'affichage. Je vais passer donc de cette saisie, celle-là, c'est ce qu'on a fait en deuxième lieu, à celle-ci. Et vous imaginez un peu qu'est-ce qui nous attend dans l'application. C'est faire un peu toutes ces fonctions. Je suis en train de faire les fonctions les unes après les autres. Alors, je programme l'affichage. Donc, c'est une fonction aussi qui doit être publique. Public, void, affiché, sans paramètre aussi. Je ferme. Retenez bien comment est-ce qu'on fait une fonction. C'est toujours, on l'a fait pour la troisième fois maintenant. C'est exactement de la même manière. Je vais en fait réduire le zoom, parce qu'il me dérange un petit peu. Et je vais en fait agrandir là. Parce que ce qui est important, le texte. Il faut arriver à le voir clairement. Je suppose que maintenant c'est clair. Vous arrivez à le voir clairement. Et puis en fait, voilà. Donc on arrive à voir un peu la vue globale sur ce qu'on a fait jusqu'à présent. La fonction de création, la fonction de saisie, et puis la fonction d'affichage. Je vais aller donc afficher. Qui peut me dire comment on va faire? On a besoin aussi d'une boucle. Donc on va écrire for inti allant de 0 i inférieur à t.ling. C'est bien, je l'ai écrit correctement. I++, ling. Où ça? T. Là, ça c'est la virgule.
C'est le point virgule. Entre TH de là, il y a un point. Je veux écrire le mot longueur. Donc on met point. C'est un G, TH. Donc je l'ai écrit correctement. Yek? TH. Ensuite je mettrai plus, I++. Je vais afficher en mettant système, .out, .println. Ici je veux afficher chaque élément et revenir à la ligne. Comment? Il faut garder le ln. Il faut le garder comme ça. Après que vous auriez affiché le premier élément, vous revenez à la ligne, vous affichez le deuxième, et ainsi de suite. Donc je vais écrire, je vais faire de cette manière ou élément, je vais mettre comme ça, élément numéro I, ici je vais arrêter, je vais mettre plus I, plus égal plus T de I. L'ahdomzienne a de l'écriture, c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir en Java, en C. Remarquez bien, il y a ce qu'on appelle des littéraux, s'il vous plaît. Il y a ce qu'on appelle des littéraux constants, des éléments qui sont constants. C'est ce que vous trouvez entre les guillemets. Il y a des valeurs que je vais chercher dans la RAM, comme I. Ici, on ne veut pas écrire I, on veut écrire la valeur de I. Donc, surtout, il ne faut pas le mettre à l'intérieur des guillemets. Et pour souder, pour concaténer, on met le plus. D'accord? Donc, la chaîne plus la valeur de I. Plus encore une autre chaîne. Plus encore la valeur de T de I. C'est clair? Entre le plus, il va l'afficher ou pas? Entre? Là, il va l'afficher en fait. Tout ce que vous mettez entre guillemets, il va être affiché. Entre les plus, des crimes, Entre les plus, qu'est-ce qu'on lui a donné? On lui a donné le nom d'une variable. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il ne faut pas qu'il affiche I. Il faut qu'il affiche la valeur qu'on a dans la case. Donc on remplace I par sa valeur. Comme d'ailleurs T de I. Parce que T de I, c'est la valeur de la IM cellule du tableau. Donc on remplacera par la valeur de la IM cellule du tableau. C'est pour concaténer deux chaînes. Si vous avez par exemple une chaîne, remarquez bien. Si vous avez une chaîne comme AB, qui s'appelle X. Vous avez une autre chaîne qui s'appelle Y, qui contient CD. Vous voulez les concaténer. Vous mettez X plus Y. X plus Y, c'est la concaténation, c'est le soudage avec les guillemets. Ça va vous donner ça. A, B, C, D. Là, chez les guillemets ne vont pas être concaténés. Les guillemets, c'est uniquement pour faire la distinction, pour savoir que c'est une chaîne constante. J'ai mis en fait la première chaîne, s'il vous plaît. Quand même. S'il vous plaît. Ici, on est en train d'expliquer un certain point qui, normalement, vous devez le comprendre rapidement comparativement avec C. C'est clair? Donc, on a un ensemble on a une phrase que nous voulons produire. Mais avec la phrase, il se calcule. Il y a des éléments qui sont constants dans la phrase, c'est ce que j'ai mis entre guillemets. Mais il y a des éléments que je vais aller chercher depuis la RAM. Et je vais les injecter dans la phrase. Pour injecter dans la phrase, c'est le plus. Il faut mettre alors la première partie de la chaîne plus la valeur que vous devez chercher dans la RAM. C'est clair? Il y a deux plus parce qu'il y a encore un plus. La phrase. C'est la première partie de la phrase. Yeah. La deuxième partie, c'est la valeur de I. Voilà que je peux non. Alors, je veux encore afficher autre chose. Donc j'ai affiché le numéro de la cellule et la valeur de la cellule. Le numéro de la cellule c'est I, la valeur de la cellule c'est T de I. Voilà que chacune de ces valeurs, il est précédé par ce qu'on appelle un littéral. C'est clair? Donc le littéral plus la valeur plus la suite. Et vers la fin, il n'y a plus de plus parce que j'ai terminé, c'est tout. Il n'y a plus rien. Sauf si par exemple je les vois comme des valeurs monétaires, si je les vois comme de l'argent, je pourrais par exemple mettre ici plus le signe monétaire, plus, je mettrai un plus encore, et j'ajouterai le signe monétaire, par exemple dirham. Je suis en train de voir les valeurs contenues dans le tableau comme des montants.
si cela est le cas. Si c'était des forces, je vais ajouter l'unité de la force. Je vais dire Newton. Ou bien kilonewton. C'est clair? Je suis en train d'interpréter les valeurs maintenant en tant que force. Si c'est des courants électriques, je vais mettre peut-être ampères. Ou bien milliampères. L'unité. Mais pour moi, pour le moment, c'est des valeurs dépourvues de sens. C'est uniquement des valeurs. Je ne sais pas qu'est-ce que ça représente. Est-ce que c'est des montants? Est-ce que c'est des températures? Est-ce que c'est des pressions? Je ne sais rien. Je ne veux pas donc faire un commentaire après. Donc je m'arrête à ce niveau. Alors allons essayer en fait notre code. On va l'essayer. Pour l'essayer, il faut donc mettre une autre fonction qui s'appelle main. Pour essayer les fonctions, pour tester les fonctions, il faut ajouter une fonction qui s'appelle main. Sauf que cette fonction, il doit avoir cette écriture, nécessairement. Vous devez la déclarer en tant que public, en tant que statique en plus, en tant que void, le nom c'est main, et puis vous devez forcément lui faire recevoir un certain paramètre tableau de chaîne de caractères qui s'appelle args. Si vous l'écrivez autrement, Java ne le comprendrait pas. C'est un peu la fameuse fonction main qu'on a dans un programme C. Il doit s'écrire comme ça. Public, static void, main, string, crochet, args. Argument au pluriel. Alors je vais fermer. Je vais mettre plutôt des accolades et je vais invoquer mes méthodes. La première des choses, je vais créer un objet. Je vais créer un objet de type la classe que je représente aujourd'hui. La classe, il s'appelle comment? Il s'appelle gestion table. Regardez, je vais copier ce mot. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on pourrait se servir de la classe pour créer un objet. Alors regardez, en fait, pour le faire, c'est très simple. Il faut mettre le nom de la classe, le nom de l'objet. Donc je vais dire tableau 1. Et figurez-vous, je pourrais faire deux tableaux, si je veux. Tableau 2. Point virgule. Alors, ce que j'ai créé maintenant, j'ai créé deux références tableaux. Mais ce qui crée le tableau effectivement, c'est cette ligne-là. Égale new, CTRL V. Tableau 2, égale new. Maintenant, la création est bien faite. Donc, retenons bien. Pour créer un objet d'une classe, il faut d'abord déclarer les objets de cette classe-là. Il faut faire appel à new. C'est un peu la fabrique. C'est ça ce qui va fabriquer le produit. C'est ce qui va fabriquer l'objet. New, le nom de la classe. Parce que la fabrication est une méthode. Si vous avez un moule qui fabrique des gâteaux, c'est pas suffisant. Il faut alors mettre en œuvre une procédure de fabrication pour y arriver. La procédure, c'est le nom de la classe. Pour nous, c'est le nom de la classe avec des parenthèses. Ça, c'est une production. Ça crée uniquement un endroit où je vais entreposer l'adresse de l'objet. Je ne sais pas si vous avez bien compris entre les deux notions. Je répète, je veux fabriquer une brosse. Qu'est-ce qu'il me faut alors? Il me faut un plan. Un plan. La matière première, un plan. Le plan, voilà la classe. La classe, c'est le plan. Il me faut un endroit où je vais poser le résultat. Les noms. Qui sont des références. Les références par lesquelles je vais référencer le produit une fois fabriqué. Mais il va falloir maintenant que je mette en œuvre une méthode de fabrication. C'est clair? La méthode de fabrication, là, il est défini dans la classe. Il prend le nom de la classe. C'est ce qu'on a appelé la dernière fois un constructeur. Alors, c'est le nom de la classe. Si on ne veut pas passer de paramètres spéciaux, on met les parenthèses. Donc, si on fait que créer des objets. Jusqu'à présent, on n'a fait que créer deux objets. En deux étapes. D'abord, déclarer leur référence. Ensuite, faire appel à la méthode de création pour y arriver. Et c'est une méthode qui est précédée toujours par new. New, le nom de la classe avec des parenthèses. Ça fabrique l'objet. Les deux lignes, je pourrais les réunir en une seule. J'aurais dû faire comme ça. Je vais les mettre en commentaire.
j'aurais dû faire de cette manière. Gestion, tab 1, égale new, parce que je peux initialiser en créant un élément, en créant une variable, je peux l'initialiser. Donc je peux écrire tab 1 égale new, CTRL V, parenthèse. Donc j'ai fait et la création de l'adresse de l'objet et la création de l'objet lui-même. J'ai fait deux choses. J'ai créé l'adresse et l'objet en une seule écriture. Au lieu de faire en deux lignes comme ce qu'on a fait là. Cette ligne et celle-là, il vient d'être factorisé en une seule ligne. Alors je pourrais donc la refaire pour l'autre tableau en faisant de cette manière. Tab 2 égale new, hadith c'est des constantes. Ce que je viens de vous expliquer, c'est quelque chose qu'on va toujours retrouver. Alors new, CTRL V, de cette manière. Alors, mais je vais donc, tout ça, je vais le mettre en commentaire, pour ne pas répéter. Donc les trois premières lignes, ils sont équivalentes aux deux lignes suivantes, que j'ai mis en commentaire. Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant avec mes deux tableaux? Et là, vous allez voir un peu l'intérêt de l'orienté objet. Je pourrais faire la saisie sur le premier comme sur le second. Je pourrais faire la création du premier comme pour le second. Donc, sachant que cette saisie, je l'ai écrit une seule fois. La création, je l'ai fait une seule fois. L'affichage, une seule fois. Donc, je fais le moule une seule fois pour l'utiliser n fois. C'est l'intérêt des moules. Quand on a un moule de fabrication, le moule, toujours, il coûte trop cher. Le moule. Imaginez un moule pour une poudre. Ça coûte vraiment beaucoup d'argent. Vous savez pourquoi il coûte trop cher? Parce que déjà, son processus de fabrication, il est très, très cher. Et ça me permet de créer n poutres. Je pourrais le réutiliser n fois. C'est ce qu'on est en train de voir là. Alors regardez, maintenant, voilà ce que je vais faire sur tableau 1. Je pourrais appeler la méthode créer. Je veux créer par exemple 20 éléments pour le premier tableau. Mais quand je veux faire la même chose sur le deuxième tableau, je ne suis pas censé faire la même chose. Je pourrais par exemple pour celui-là créer 5 éléments seulement. Regardez bien au niveau de la création. C'est la même méthode qui est en train d'être utilisée deux fois sur deux objets avec des paramètres différents. Est-ce que vous avez compris en fait l'idée? Je connais la fin. Vous avez compris ce qu'on a fait? On a fait appel à une méthode deux fois sur deux objets différents. Ce sont deux frères, on pourrait les qualifier de deux frères. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même origine, c'est la classe. C'est le même moule. Voilà qu'il y a le même moule. On n'y met pas toujours la même chose. On est capable de changer. Par exemple, le premier, je le crée à 20 éléments, le deuxième à 5 éléments seulement. Alors 20 éléments, je ne pourrais pas le saisir parce que ça va me coûter 20 saisies. C'est trop, donc je vais mettre une valeur plus petite. Je vais mettre par exemple 4. Comme ça, on les distingue quand même. Alors après, je vais mettre tab 1, point saisir. Tab 1, point afficher. Les mêmes actions, je vais les reconduire là. Sauf pour tab 2. On a terminé notre programme. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur là-dessus. Alors il y a un seul point qui manque, s'il vous plaît. Vous vous souvenez la dernière fois de ce qu'on a dit sur les classes? Si vous voulez travailler avec une classe standard, il faut l'importer. Donc je dois mettre ici un import java.util.scanner. Vous savez pourquoi en fait j'ai utilisé un scanner? J'ai utilisé une classe scanner. C'est pas moi qui l'a fabriqué. Je dois quand même l'importer. C'est un peu les includes. C'est l'équivalent des includes en C. Il me reste qu'à éditer ce code. Regardez, je vais l'enregistrer d'abord. Quel nom dois-je lui proposer? Le même nom que la classe. Donc je vais mettre CTRL V. Un nom. Je vais appeler, en fait, j'ai appelé comment? Gestion tab.
Alors pour éditer maintenant. Oui? Comment? En bas? Voilà. Je vous donnerai en fait une copie. Je vais aller donc vérifier si mon code est bon. Je vais donc s'il vous plaît, la prochaine étape après le code, après l'écriture du code, c'est quoi la prochaine étape? Il faut compiler d'abord. Il faut compiler. Pour compiler, je vais mettre Java C. Java C, le nom du programme. Gestion tab. Mais il faut mettre l'extension aussi. Il ne faut pas donc oublier de mettre l'extension. On a une erreur quelque part. Fèche. Je suis avec 2 points ou la point virgule? Quand on a fait l'affichage. Oui. C'est pas 2 points, c'est point virgule. Je viens de corriger. Les défauts de basculer de la compilation vers le code, on va les éviter quand on utilisera NetBeans. NetBeans, donc justement, ça compile sur place. Remarquez bien, je refais la compilation. Alors maintenant, c'est beaucoup d'erreurs. C'est dû à quoi? Système avec un S majuscule. Système avec un S majuscule parce que c'est un nom d'une classe. C'est à ce niveau-là. Et à quel niveau encore? C'est bon. Je refais. Alors encore, c'était avec minuscule, c'est pas T majuscule. T minuscule. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis avec majuscule. Oh, ici. Ça marche? Je pense que c'est la dernière. Non. Système avec majuscule. Système.in. On l'a fait ici. Là. Donc vous voyez en fait les erreurs qu'on a eues, c'est des erreurs de ce genre-là, majuscule. Ça marche? Donc là maintenant ça compile correctement. Si maintenant je veux l'exécuter, il va falloir que je le charge dans la JVM. Java, gestion, tab. Qu'est-ce que ça va me faire comme comportement? Ça va me faire ça va m'obliger à faire quoi? À saisir, ensuite afficher. Saisir un tableau de 4 éléments, ensuite un tableau de 5 éléments. Regardez, on va le faire. Donc là, il me dit entrer un réel. Je vais le faire. Je vais entrer que des entiers, ça me serait plus simple. Voilà, en fait, j'ai entré 4 fois, il affiche les résultats. Je refais encore, mais cette fois-ci, je suis appelé à faire 5 fois. Je vais entrer des centaines. Ah oui. Mais c'est bon en fait, on a récupéré les mêmes résultats. Parce que quand même moi j'ai vu que les zéros. J'ai vu que les zéros. J'ai pas vu le reste. En fait, si j'agrandis, vous allez voir le résultat. Voilà ce qu'on a fait. On a lu 4 données pour le premier tableau, on les a retrouvées, les mêmes. On a lu 5 données pour le deuxième tableau, on les a retrouvées. Voilà. Globalement, en fait, à travers cette petite démonstration, on est déjà capable de travailler sur des tableaux. C'est ça ce qui va nous permettre de booster un peu notre... La prochaine fois, ça serait les matrices. D'accord? J'ai juste les clés, je m'appelle comme les outils. Pour la prochaine fois, vous allez travailler sur la machine. Donc la prochaine fois, je n'avancerai pas le cours. Je vous laisserai le temps pour travailler et après donc on continue. Voilà qui a apporté une clé, au moins une clé. On est un l'ordinateur dialogue, ça serait bien de le ramener. L'appel et puis on arrête. Vous m'avez fait compris que c'est déjà l'heure alors que normalement il reste 5 minutes. Je vais arrêter donc l'enregistrement.